Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur France 24 et RFI pour Ici l'Europe avec notre grand invité. Nous sommes au Conseil européen de Bruxelles où se joue l'avenir budgétaire de l'Union européenne sur les 7 prochaines années. Oui, et nous recevons un homme qui était au cœur de ces tractations budgétaires puisqu'il a été ministre des Finances de son pays pendant plus de 10 ans avant d'être nommé ministre des Affaires étrangères et des Affaires européennes du gouvernement belge d'Elio Di Rupo. Didier Reynders, bonjour. 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 Alors effectivement, ce sommet européen consacre un budget qu'on pourrait qualifier de rigueur. C'est la première fois qu'il est en baisse sur un exercice pour 7 ans. Donc, alors la bonne nouvelle, c'est un accord entre la 27. C'est toujours normalement une bonne nouvelle, mais cette fois-ci c'est toujours une bonne nouvelle, effectivement, de trouver un accord à 27, puisque ce n'était pas possible à la fin de l'année dernière. Seulement, je dirais qu'on aurait préféré un budget plus ambitieux, mais il faut aussi comprendre autour de la table, il y a toute une série de pays qui sont en train d'organiser des coupes sombres dans leur propre budget, et donc qui hésitent à devoir contribuer fortement à ce budget européen. Et puis, il y a des demandes qui viennent un peu partout autour de la table, il faut trouver un équilibre. Alors, on peut regretter d'être en retrait, nous aurions préféré travailler sur la base de ce que la Commission proposait. Il y a un petit danger aussi, c'est de faire une différence, sans entrer dans la technique, entre le montant pour les paiements et le montant pour les engagements. Donc on pourra prendre des décisions plus importantes, mais les paiements devront être étalés, ça peut poser problème. Mais fondamentalement, je crois qu'il y a deux éléments qu'il faudrait retenir. C'est de tenter de préserver dans le budget, en ce compris dans les discussions qui viendront avec le Parlement européen, tout ce qui porte sur l'avenir. Comment garantir une politique industrielle, comment garantir l'investissement dans la recherche. Et c'est cela qu'on a tenté de préserver le plus, même s'il y aura probablement quelques étalements de projets d'infrastructure. Et l'autre élément, je l'ai cité en passant, c'est le Parlement européen. Il faut bien se rendre compte qu'on n'est pas au bout d'un processus. Il faut maintenant l'accord du Parlement européen. Et pour cela, je crois qu'il y a encore quelques discussions à avoir. Par exemple, se donne-t-on en rendez-vous en cours de processus entre 2014 et 2020 pour revoir le système, où il y a des discussions aussi un peu de flexibilité. Justement, sur le Parlement, est-ce qu'on doit craindre aujourd'hui que le Parlement, qui a un rôle de codécision aujourd'hui sur le budget, ne retoque ce budget ? Par un vote secret, par exemple. Oui, il y a beaucoup de choses. Si vraiment les votes secrets, je dois vous avouer que je suis assez surpris quand on évoque les votes secrets. Bon, voilà, ça fait partie des règlements, c'est possible. En général, en Belgique, on vote à bulletin secret pour des problèmes de personnes. Mais pour s'engager sur le budget européen, c'est un peu étonnant de ne pas dire au grand jour comment on vote. Il y a beaucoup de pression dans les partis, des hommes politiques. Et vous croyez qu'autour de la table des gouvernements, il n'y a aucune pression? Non, quand on fait de la politique, on assume ses choix. Mais bulletin secret, ça veut donc dire qu'on peut faire croire n'importe quoi après sur le vote individuel. Mais peu importe, ça c'est un règlement. Non, sur le fond, concrètement. Je crois d'abord qu'il faut prendre au sérieux le traité de Lisbonne et les nouvelles procédures et se dire qu'ici, on est non pas dans la codécision, mais malgré tout dans un assentiment du Parlement. Donc il y aura des sujets de discussion. Je ne crois pas que le Parlement ira vers une approbation par acclamation sans aucun débat. Alors les discussions, elles portent sur quoi? Moi je dirais 3 éléments. Je le disais, une clause de rendez-vous. Est-ce qu'on peut se dire qu'en cours de route, on pourrait quand même revoir la situation, imaginer une crise ou imaginer une situation tout à fait différente? On vient d'en vivre une et on la vit toujours. Et puis un peu de flexibilité. C'est déjà dans le cadre du Conseil une très grande discussion. Flexibilité entre les rubriques. Jusqu'où va-t-on pour permettre peut-être d'affecter des moyens autrement? Et puis surtout, je dirais au-delà de cela, troisième élément, c'est d'arrêter cette présentation que j'entends souvent, en venant ça d'ailleurs souvent de certains parlementaires européens, de dire en fait nous défendons l'intérêt européen alors que les gouvernements défendent uniquement l'intérêt national. D'abord c'est leur rôle au gouvernement de défendre l'intérêt national, mais je crois qu'autour de la table, notamment le gouvernement belge, on tente aussi de défendre l'intérêt européen. Je crains qu'au Parlement européen, il y ait aussi un certain nombre de personnes qui est d'abord en tête des logiques politiques nationales. Donc essayons de voir ceux qui ont... Parlons d'un certain David Cameron qui était autour de la table, effectivement, qui a annoncé le 23 janvier la tenue d'un référendum pour 2017 sur une sortie ou non de l'Union européenne. Un chiffon rouge qui a plutôt bien marché, qui lui réussit. Il réussit très bien à mettre la pression pour les prochaines années sur ses partenaires. Il n'était pas le seul à demander, il ne faut pas se tromper, un budget plus limité. Moi, j'ai vu depuis des années pas mal de pays s'engager à avoir une croissance très faible, voire un recul du budget. Cette fois-ci, on a bien vu qu'il n'y avait pas que la Grande-Bretagne qui souhaitait diminuer le montant budgétaire. Maintenant, on parlait de David Cameron, il a fait un discours, c'est vrai. Bon, il y a une partie du discours que j'apprécie sur la manière de revoir le fonctionnement de l'Union européenne, d'approfondir le débat. Mais ça, c'était la partie comme Premier ministre. Il a fait une autre partie en tant que leader du Parti conservateur pour les prochaines élections en Grande-Bretagne. Là, on verra bien s'il gagne les élections et si effectivement il fera son référendum. Mais sur la révision des politiques européennes,
on est d'accord d'aller dans cette démarche, à condition que ce soit, à nos yeux, un approfondissement, et je n'ai jamais hésité à le dire, plutôt vers une Europe plus fédérale. Si la Grande-Bretagne ne suit pas, elle fera son choix. En un mot, vous diriez que c'est un budget ambitieux ? Non, je ne dirais pas ambitieux, parce qu'il ne faut pas jouer sur les mots. Je crois que c'est un budget réaliste, mais dans lequel on a tenté de préserver la plupart des rubriques concernant effectivement la stratégie 2020, comme on dit, mais disons une stratégie d'avenir. Moi, ce que je souhaitais en fait dans ce budget, c'est qu'on tienne compte des secteurs existants. Je comprends le débat sur l'agriculture, je comprends le débat sur des secteurs en restructuration, dans mon pays comme dans d'autres, l'acier ou l'automobile. Mais je demande aussi, et je crois que ça a été fait, des investissements dans la recherche et dans des secteurs d'avenir. Et cela a été préservé, même si on espérait toujours pouvoir faire plus. En tout cas, pour une fois, lors d'un sommet européen, on n'a pas parlé de la crise de l'euro. Et c'est dire que les problèmes sont derrière nous. C'est le sens de la question que veut vous poser Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Robert Schuman, qui est notre partenaire sur cette émission. On l'écoute. Monsieur le ministre, vous êtes aussi l'ancien ministre des Finances de votre pays. Vous l'avez été pendant plus de 10 ans, je crois. Alors, est-ce que vous pensez que la crise de l'euro a vraiment été surmontée, alors que nous avons encore 25 millions de chômeurs et une croissance en berne, au moins pour cette année 2013 ? Et puis, permettez-moi une autre question. Est-ce que la réforme de la gouvernance de l'euro, et notamment le contrôle des budgets par les pairs, par le Conseil européen, par la Commission européenne, qui doit bientôt être finalisée par les chefs d'État et de gouvernement, est-ce que cette réforme est en bonne voie ? Et quelles initiatives avez-vous prises, vous qui, en tant que ministre des Affaires étrangères de la Belgique, êtes un peu le ministre du siège de l'Europe, quelles initiatives avez-vous prises pour que ces réformes aboutissent enfin ? Réponse à cette question et interrogation sur François Hollande lorsqu'il dit que la crise est derrière nous. Alors, 3 réponses, parce qu'il y a 3 questions finalement. La première, très simple, il n'y a pas eu et il n'y a pas de crise de l'euro. L'euro est une monnaie forte, avec une banque centrale forte, qui a d'ailleurs fortement aidé dans toute une série de dossiers à tenter de passer le cap de la crise. Par contre, nous vivons dans l'Union européenne et encore plus dans la zone euro, une crise des budgets, une crise des dettes souveraines, donc des dettes des États, et une crise économique et sociale profonde. Moi, je vous dirais, je peux comprendre qu'on dise le plus gros est derrière nous ou non. Nous sommes toujours dans la crise et il faut continuer à y travailler. Alors, je crois qu'il y a 2 façons de continuer à avancer. C'est pour ça que la question sur la gouvernance est importante. Continuer à travailler sur nos budgets pour les assainir. On doit continuer à reprendre une trajectoire vertueuse. Avec des élections quand même qui se profilent en l'année 2013. Dans 15 jours, Italie, Mario Monti, effectivement, qui remet son mandat en jeu. Effectivement, en Allemagne, en septembre, des élections aussi nationales. En Espagne, un chef de gouvernement accusé de corruption. Il y a pas mal d'incidents comme ça. Vous le dites vous-même, beaucoup d'élections, beaucoup d'incidents, mais ça ne change pas la ligne. On doit continuer à assainir nos budgets, mais en préservant, et c'est ce qu'on vient de faire dans le budget européen, à l'intérieur de ces budgets, ce qui peut concerner la relance, ce qui peut concerner la croissance, ce qui peut concerner surtout des secteurs que l'on doit défendre. Et puis, la question était posée de la gouvernance. Qu'avons-nous fait ? Moi, j'ai participé, vous le savez, l'an dernier, à un groupe avec une dizaine de collègues, avec Guido Westerwelle, on connaît également, pour faire des propositions sur l'avenir de l'Europe. Et je pense que tant que l'on n'ira pas plus dans la zone euro, et si possible au-delà, vers une structure plus fédérale, il faut utiliser le mot, c'est-à-dire pas seulement une monnaie, mais pas seulement une monnaie commune, pas seulement une seule banque centrale, mais une intégration plus forte des budgets, des politiques économiques, des politiques sociales, on ne s'en sortira pas. Parlons de l'Europe. Dans le monde et de la situation explosive en Tunisie, le principal opposant Chokri Belaïd a été assassiné. Impossible de se mettre d'accord pour une constitution. Est-ce que vous avez l'impression que l'Europe en a fait assez pour aider ces pays du printemps arabe ? On a toujours une hésitation. Je crois qu'on ne fait pas assez sur le terrain économique parce qu'il ne faut pas oublier que ces pays vivent une double crise. Il y a une crise effectivement maintenant de mise en place d'institutions démocratiques, d'une constitution, d'élections, d'une stabilisation démocratique. Mais à côté de cela, population très jeune, de moins de 25 ans, une population qui cherche surtout des débouchés en matière d'emploi et d'activité. Et donc on ne fait pas assez, à mes yeux, sur le terrain de cette activité économique dans ces pays. Mais on est toujours pris entre deux dilemmes finalement. Comment fait-on pour diminuer nos budgets en Europe, mais malgré tout en faire plus à l'extérieur ? Et puis, peut-on dire, comme on le dit souvent, more for more, plus pour plus ? Si vous allez plus dans la démocratie, on va plus vous aider. Je pense qu'il faudrait peut-être faire un pari un peu différent. Continuer à investir plus fortement sur le terrain économique,
pour permettre le développement local, l'emploi, avant de faire ce jugement sur la démocratie. Maintenant, sur l'assassinat, je voudrais dire que nous l'avons tous condamné de manière très ferme, mais il faut maintenant que les autorités tunisiennes mènent l'enquête jusqu'au bout, que l'on trouve les auteurs, qu'on puisse les traduire en justice. Et il faut que sur le plan politique, on puisse calmer la violence. Moi, je salue ce que le Premier ministre a tenté de faire. Mais il faudrait que le parti Ennahda, maintenant, prenne ses responsabilités et accepte d'assurer le calme et la transition. Alors, parlons de la crise aussi au Mali. En début de semaine, l'Union européenne s'est engagée à envoyer 500 instructeurs pour appuyer, former les soldats de la MISMA. On a donc précisé ces engagements. On écoute tout de suite ce reportage. Les opérations militaires continuent au Mali, mais à Bruxelles, c'est l'après-guerre qui est au cœur des discussions. Union européenne, ONU, Union africaine, CEDEAO, ces organisations internationales ont toutes la même préoccupation, assurer la stabilité à long terme du Mali. Pour entraîner l'armée malienne, pour aider à financer la MISMA et relancer l'aide au développement, nous nous sommes engagés à débloquer plus de 300 millions d'euros durant l'année à venir. Nous sommes tous prêts à soutenir et à accompagner le peuple malien sur leur route vers la liberté et le développement. L'UE va envoyer près de 500 hommes former l'armée malienne. Et au moins 16 pays membres vont apporter leur contribution, la France en tête. Fer de lance de la guerre menée au Nord Mali, Paris veut passer le relais à Bamako et à la MISMA qui regroupe les troupes africaines engagées. À Bruxelles, le groupe de soutien au Mali s'est également prononcé pour une mission de maintien de la paix de l'ONU qui pourrait chapeauter la MISMA. De son côté, le Mali s'est engagé à garantir une transition démocratique et a de nouveau appelé de ses vœux l'organisation d'élections d'ici le 31 juillet. Nous avons aussi évoqué les conditions de pérennité de cette mission de soutien et d'assistance militaire au Mali, notamment dans un cadre qui pourrait être celui des Nations Unies, de manière à en assurer le fonctionnement pérenne et dans des conditions et selon un agenda qui vont être discutés avec le Mali. Gagner la guerre et organiser des élections, une feuille de route qui satisfait tout le monde. Mais la pacification durable du Nord Mali sera un travail de longue haleine. Dans les faits, Didier Reynders, la France s'est retrouvée très seule au Mali. Est-ce que l'Europe aurait dû en faire plus? Je crois que l'Europe aurait pu faire plus et plus tôt. Mais la France a bien fait d'intervenir. Je pense que sinon, nous avions des rebelles à Bamako. Ça étant, quand vous dites seul, je vais aller la semaine prochaine à Bamako. Nous avons 75 militaires belges sur place, avec 2 C-130, des avions de transport, avec des hélicoptères médicalisés. Donc nous avons dit tout de suite qu'on était prêt à aider avec les moyens que nous étions prêts déjà avant à mettre à disposition de l'Europe. On est d'ailleurs prêt aussi à participer à l'effort européen de formation, voire au-delà, mais dans un effort global. On ne peut pas être à la fois dans l'opération Serval et puis recommencer d'autres dépenses ailleurs. Il faut une répartition en Europe correcte. Mais quand vous dites seul, je regrette qu'effectivement il n'ait pas pu y avoir une opération européenne plus tôt, mais la Belgique a répondu présente tout de suite. Et nous avons tout de suite annoncé cet effort pour accompagner l'opération Serval. À côté de cela, il ne faut pas perdre de vue que quelle que soit l'opération de maintien de la paix qui viendra, il faudra surtout reprendre le dialogue politique au Mali. Tant que l'on n'aura pas réglé le problème politique, la réconciliation entre les acteurs du sud et du nord du pays, on n'en sortira pas. Et quand le président français François Hollande dit que les troupes françaises vont bientôt pouvoir partir du Mali, vous pensez que c'est réaliste ? Je pense que c'est réaliste de se dire qu'on doit aller vers une opération internationale, la MISMA, sous l'égide des Nations Unies, avec une participation et un soutien européen, mais d'abord des troupes africaines. Maintenant, le rythme du retrait, il va dépendre fortement de la situation sur place. Et je ne suis pas spécialiste, mais j'ai le sentiment qu'il sera peut-être possible de retirer des troupes, mais qu'il faudra laisser des moyens d'action aériens, des moyens de renseignement et des moyens logistiques. Donc il faudra un peu voir à quel rythme tout cela peut se faire. On ne s'est jamais planifié complètement un retrait de manière précise. En 2011, l'Europe s'était dotée d'une stratégie en matière de défense et d'une force de réaction rapide européenne. À quoi sert-elle exactement? Va-t-elle servir un jour? Je crois qu'elle devrait servir plus et plus vite, je le disais tout à l'heure. C'est d'ailleurs pour cela qu'on a prévu un Conseil européen fin 2013 consacré à la défense. Je reste convaincu qu'en matière de défense comme de politique étrangère, et pas seulement en matière de politique monétaire et budgétaire, on doit beaucoup plus intégrer les politiques européennes. Mais tant que les États n'acceptent pas de mettre plus en commun, la force de réaction rapide, elle sera toujours un peu lente.
Donc une année 2013, vous finissez sur une touche positive ou Moi, négative? je suis optimiste de nature, donc déjà ne vous trompez pas. Je suis assez pessimiste sur certains dossiers internationaux. On aurait pu parler de la Syrie par exemple. Mais pour l'Union européenne, je pense que si on continue le cap, même parfois avec des lenteurs, d'un approfondissement sur le plan monétaire, budgétaire, économique, social, on doit pouvoir cette année aussi franchir des étapes en politique étrangère et de défense. Alors ce seront des étapes, c'est un long chemin, je suis assez optimiste, mais je préférerais qu'on aille plus vite. Didier Reynders, merci d'avoir répondu à notre invitation. À bientôt. Merci à vous et à très bientôt sur nos deux antennes. À très bientôt à tous.